Bonjour, Bonjour. bienvenue ce matin au réveil poétique par la chaleur d'un matin bruxellois ou d'ailleurs. Introduit, commence. Ok. Alors, donc bonjour. Donc aujourd'hui, en fait, la thématique du réveil poétique, ce sera en fait un parcours dans des lieux qui, soit qu'on a habité et qui nous habitent, soit aussi des lieux qui ont pour nous voilà, une signification sentimentale, familiale. Voilà, on va vous faire voyager un peu dans notre univers. Voilà. On y va. C'est parti. Et donc voilà, je vais commencer avec un texte de Pier Paolo Pasolini. La maman de Pier Paolo Pasolini était frioulane. Donc le Frioul est la région du nord de l'Italie qui borde la frontière autrichienne et slovène et la mer Adriatique. Et donc mon grand-père et mon père viennent de là. Et donc c'est une région à laquelle je suis fort attachée. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous lire un texte de Pier Paolo Pasolini, donc extrait de Dans le cœur d'un enfant. Donc c'est un recueil de poèmes donc écrit donc en italien et en frioulan. Et donc en frioulan, le titre donne Tal cuor di un frut. Donc voilà, on ne peut pas imaginer que ça a un rapport avec l'Italie hein, quand on entend ça. Donc voilà. Alors, patron, peut-être ne savais-tu pas que j'étais seule dans tout le mystère, avec toujours ces mêmes habits de dimanche. Patron, peut-être ne pouvais-tu pas penser que j'ai vécu pendant 20 ans et que pendant 20 ans, j'ai été pauvre. Patron, à mala fiesta, tout était à toi et moi, au contraire, je n'avais rien. J'avais à moi seulement cette chose. Pourquoi alors me l'as-tu volée ? Voilà, alors après avoir voyagé au Frioul, on va aller à Lyon, qui est une ville qui a beaucoup d'importance pour moi puisque voilà, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi à partir de mes 8 ans et dans laquelle j'ai vécu toute mon adolescence et j'ai des sentiments un peu ambivalents vis-à-vis de Lyon, mais ça reste une ville que j'aime et je vois que mes parents sont connectés, donc je suis vraiment super heureuse de lire ce petit poème que j'ai écrit en même temps pour eux un petit peu. Lyon. Arrivé à Lyon, 8 ans, choix de mes parents, qui m'arrachent brutalement à l'innocence pluvieuse de mes pavés lillois. Traverser les traboules, enchanté, terrifié, vers un univers où rien n'est plat. Des pentes de la Croix-Rousse à l'allée des Marronniers, je trébuchais sur la timidité de mes 10 ans. Errance rue de l'Arrêt, tant de rendez-vous manqués sous la queue du cheval, à ne pas savoir lier Bellecour au terreau, tant de sourires perdus sur la méfiance des gens pressés, sur l'arrogance des hommes musclés. Des sentiers de la Tête d'Or aux pelouses de Chazières, je vagabondais sur les émois de mes 15 ans. Du haut de tes collines, vue insaisissable sur un monde à parcourir, promesses d'amour, qui n'ont su se graver que dans le toujours des amitiés joyeuses. Entre la Saône et le Rhône, ma rage de vivre débordée, identité en crue, impossible à contenir dans la rectitude de tes rues. Je trépignais sur l'impatience de mes 18 ans. Lyon, bourgeoise, lumineuse, élégante, belle, mais si fière de l'être. Lyon qui me sourit parfois, quand j'y laisse traîner mon accent bruxellois. Voilà ce petit poème sur Lyon. Tu finiras par venir dans le Frioul et moi à Lyon. Hein. Exactement, on va se faire découvrir les lieux qui nous habitent, autrement qu'en poésie. Alors donc je vais continuer avec Pier Paolo Pasolini, donc avec un texte toujours de son recueil Dans le cœur d'un enfant. Donc c'est le titre c'est Vers Pordenone et le monde. Donc Pordenone est une ville du Frioul également et d'où partaient pas mal d'Italiens pour venir en Belgique, en France, etc. ou ailleurs. Et donc voilà. Donc c'est ce réveil poétique est un peu dédié à mon grand-père et à mon père, en fait, voilà, qui ont tous les deux migré. Alors, ils sont restés devant les buffets, les fils, à regarder avec leurs yeux clairs dans la lumière des cuisines, sans plus voir les foyers, ni les poutres enfumées, ni la table cirée, ni les corbeilles, ni les sabots abandonnés en bas par les fillettes retranchées dans leur chambre avec l'odeur des tilleuls. Elles regardent avec leurs petits châles leurs habits de fête obscure, seuls ou à deux ou dans leur charrette, en un jour de mai près des murs de l'église ou de la cantine. Mais elles ne voient pas leur mère penchée en train de casser les branches d'un fagot contre les genoux, tôt le matin, elle et la flamme tranquille. Si sur ces visages blancs et roses brille ce cire, celui-là et pas un autre, cette façon de faire effronter et tendre, c'est parce qu'ils sont d'ici, de la haute,
née dans ces pauvres villages. La terre dans les fils est fraîche, comme si neuf était le temps antique des vieux, joyeux avec un habit de travail et un habit de fête. Ils savent seulement cette façon d'être jeunes, de faire l'amour, de se trouver dans les champs ou près du feu. Cette terre est à eux, parce qu'ils sont seulement de cette terre. Et pourtant, ils ont été chassés au loin. Comme dans les épis le printemps, la jeunesse de la haute était en eux, mais leur pain n'était pas à eux. Dans le cercle net des pupilles des jeunes des terres lointaines, le cri nouveau des hirondelles, le vieux chant des cloches tombe sans les effrayer. Adieu, dit la mère, qu'il est tard. Et déchaussée sur le pavement, court s'habiller pour descendre à l'église à travers les champs déjà clairs. Elle revient quand ils sont un peu plus clairs. Elle attise le feu, met à bouillir le lait, étend sur les haies les tés d'oreiller blanches, les draps. Chantent autour les alouettes. Les fils, sous leurs belles chevelures blondes, les regardent sans plus les voir. Ils ont oublié leur fronde et descendent vers Pordenone et le monde. Trop beau. J'adore la fin de ce poème et j'aime beaucoup aussi les images comme ça qui sont déclenchées par le linge et tout. C'est magnifique. Donc moi maintenant je vais vous lire un petit poème extrait du recueil Rouge Pute de Perrine Lequerec. Et c'est un poème sur les livres qui est très court. Mais c'est parce que pour moi les livres c'est un lieu parmi tant d'autres. C'est un lieu qui me permet de voyager un peu partout et c'est aussi un refuge. Et c'est un poème qui exprimait très bien cette sensation que j'ai par rapport aux livres. Des livres. Personne ici ne te fera du mal. Des livres sécurité. Terminer un livre, en reprendre un autre. Des livres d'amour. Hommes de papier qui sauvent les femmes. Des livres. C'était juste après m'être enfui. Pendant des mois, des livres à la suite. Une transition entre l'enfer et l'inconnu. Des pages douces, des pages blanches. Maintenant, mes livres rangés. Paisibles témoins du chemin parcouru. Voilà. C'est comme une caresse. Ouais, il est trop beau ce petit poème. Très très beau. Bon alors je continue avec le voyage de mes pères. Après avoir quitté la magnifique région du Frioul, on arrive à Serein et on va dans la mine. Donc voilà, je vais vous lire un texte qui s'intitule Le Mineur, écrit donc par Renaud Strivet, qui est un poète liégeois. Et alors c'est honteux, mais c'est seulement pour ce réveil poétique que j'ai appris qu'il était poète, parce qu'à Serein, donc il y a le centre culturel René Strivet, une rue Renaud Strivet, voilà. Voilà, il fallait que j'arrive à Bruxelles pour enfin un petit peu voir qui était ce monsieur, chez Moni. Alors, le mineur. Casqué de cuir, vêtu de toile, le mineur aux jambes embarquées descend dans les failles veinées avec sa lampe pour étoile. Il va au fond d'un couloir sombre où l'eau sans trêve dégouline, frapper le charbon qui s'incline et des luisances de pénombre, pardon. Il n'entend que la rumeur sourde des berlines roulant en fil, dans la tiédeur humide et lourde qui rend le travailleur fébrile. Il ne voit que l'éclat fugace de son pic ignorant la rouille et que sa volonté tenace enfonce au cœur chaud de la houille. Il ne sent sur sa peau bleutée qu'une poudre fuligineuse qui de la voûte ténébreuse s'envole en opaque nuée. Il pense au grisou qui le guette là-bas, dans l'ombre énigmatique, où quelques gnomes fatidiques cherchent à défendre sa cachette. Il pense aux ondes qui jaillissent parfois des tréfonds du mystère, aux étais qui tout à coup glissent et font du puits un cimetière. Pourtant, quand l'heure est arrivée de revoir la cage et la paire, sa voix n'a rien d'atrabilaire pour ceux qui aiment sa destinée. Il passe, pipe retournée dans le tumulte de la rue, sous son bourgeron que bossu le vent frileux de la vesprée. Et bientôt, hache sur l'épaule, il redescendra sous la terre afin de reprendre son rôle dans le drame et la misère. C'est joyeux ce matin. Hein. Mais c'est très beau. Et donc après avoir été dans la mine, on va aller aussi dans un autre lieu, on va aller en librairie. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, les livres sont très importants pour moi, et les lieux évidemment qui recueillent les livres sont très importants aussi. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on travaille en bibliothèque, mais quand j'étais une jeune adulte, j'ai beaucoup travaillé en librairie comme étudiante, et c'est un lieu que j'adorais. Mais il y avait un moment particulier qui sont les fêtes de Noël, où je travaillais toujours quand j'étais étudiante, et où la librairie devient un monde complètement différent. Et donc j'avais écrit un petit texte par rapport à ça. Il est 10h, l'heure d'ouvrir la librairie. Les piles sont prêtes, les allées dégagées. La cohue du 24 décembre peut commencer. Cette foule de chalands pressés sans imagination, qui offrent des livres qu'ils, elles, n'ont pas lus, parce qu'elles, ils n'ont pas le temps, parce qu'offrir un livre, quand t'as rien trouvé d'autre, c'est toujours mieux qu'une bougie.
Il soupire en réarrangeant les Marc Lévy, Guillaume Musso et compagnie. Il a bien glissé ses derniers coups de cœur entre les deux, mais il sait bien que ce sont toujours les mêmes noms à réassortir le lendemain. Les portes s'ouvrent, et déjà il se sent bousculé, ce seul jour de l'année où toutes et tous se précipitent dans les rayons, comme si les livres étaient devenus une autre denrée rare, comme si leur vie en dépendait. Plus le temps de flâner, de prospecter, de conseiller. Pendant les 8 prochaines heures, il ne sera plus libraire, il sera vendeur. Déniché, emballé, encaissé. On lui demande le dernier Grimaldi, un livre sur l'œnologie, une histoire de pirate pour un garçon de 5 ans, un roman girly pour une fille de 10 ans. Aujourd'hui, pas le temps de déconstruire, de glisser la magie des mots dans l'imaginaire appauvri des clients-clientes. Alors il voudrait s'échapper, fuir les best-sellers et guides pratiques pour plonger dans son roman en cours. Tourner les pages, encorner une sur deux tant les mots de Stephenson résonnent dans son cœur, et retrouver la lumière basse sur les paysages islandais. Suivre les destins des personnages, prendre leur douleur et leur joie dans ses bras, exister. Lire de la poésie, dire la vie. Mais aujourd'hui, les livres ont perdu leur magie. Aujourd'hui, les livres sont le cadeau d'un réveillon sans imagination. Quelques mots glissés entre la dinde et la bûche goût mocha. Quelques mots sans saveur qui... Voilà, voilà. Je ne sais pas du coup ce qui se passe avec ce truc, mais... Hop. Ah oui, alors maintenant qu'on a été en librairie, on va aller aux États-Unis. Ce qui n'a strictement rien à voir, si ce n'est que j'adore les États-Unis parce que je lis énormément de littérature américaine et que du coup, voilà, ça a un peu créé mon imaginaire d'enfants, de jeunes adultes, d'adultes. Enfin voilà, les États-Unis, c'est vraiment un pays très présent dans mes images et auquel j'ai pu aller à plusieurs reprises et pour lesquels il y a aussi des sentiments ambivalents, grandeur et décadence de l'Amérique. Et donc j'ai découvert le poète cette année, Lawrence Ferlinghetti, qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qui est un poète qui rend très bien cette ambivalence qu'on peut ressentir par rapport aux États-Unis. Et on va lire un poème qui s'appelle « J'attends ». J'attends. J'attends qu'on plaide ma cause. Et j'attends une renaissance de la merveille. Et j'attends que quelqu'un vraiment découvre l'Amérique et pleure. Et j'attends la découverte d'une nouvelle frontière symbolique à l'ouest. Et j'attends que l'aigle américain déploie vraiment ses ailes, se redresse et vole droit. Et j'attends que l'air de l'anxiété crève subitement. Et j'attends qu'on la fasse cette guerre, qui rendra au monde la sécurité de l'anarchie. Et j'attends qu'enfin se fanent et se délitent tous les gouvernements. Et je suis perpétuellement en attente d'une renaissance de la merveille. J'attends la deuxième venue, et j'attends une résurgence religieuse qui balaie tout l'Arizona. Et j'attends qu'on entrepose les raisins de la colère, et j'attends qu'on me prouve que Dieu est vraiment américain. Et sérieusement j'attends que Billy Graham et Elvis Presley sérieusement échangent leur rôle. Et j'attends de voir Dieu à la télé, branché sur des hôtels d'église, encore faut-il trouver la bonne chaîne pour le capter. Et j'attends qu'on serve encore une fois l'ultime scène, avec un hors-d'œuvre bizarre et inédit. Et perpétuellement j'attends une renaissance de la merveille. J'attends qu'on tire mon numéro. Et j'attends que papa rentre à la maison les poches pleines de dollars, d'argent irradié. Et j'attends la fin des essais atomiques, j'attends avec bonheur que les choses empirent beaucoup avant de s'arranger. Et j'attends que l'armée du salut prenne le pouvoir. Et j'attends que la foule des humains tombe d'une falaise quelque part, accrochée à ses boucliers atomiques. Et j'attends qu'ils soient bénis les faibles, et qu'ils reçoivent la terre en héritage, exonérés d'impôts. Et j'attends que la forêt et les bêtes réclament leur dû, la terre. Et j'attends qu'on trouve un moyen de détruire tous les nationalismes sans tuer personne. Et j'attends que les linottes et les planètes tombent comme la pluie. Et j'attends que ceux qui aiment et ceux qui pleurent se couchent ensemble pour une renaissance de la merveille. J'attends que le grand schisme soit franchi, et anxieusement j'attends qu'un obscur généraliste découvre le secret de la vie éternelle et me sauve pour toujours de certaines morts. Et j'attends que la vie commence, et j'attends que les orages de la vie soient passés, et j'attends de mettre les voiles vers le bonheur, et j'attends qu'un Mayflower reconstruit aborde l'Amérique, avec son film, son scénario, ses droits télé, vendus d'avance aux indigènes. Et j'attends que de nouveau résonne la musique perdue sur le continent perdu, dans une nouvelle renaissance de la merveille. J'attends le jour qui rendra toutes choses claires, et j'attends que le Mississippi Oldman River cesse de couler près du Country Club, et j'attends que le sud le plus profond cesse de se reconstruire à sa propre image, et j'attends la réparation pour ce que l'Amérique a fait à Tom Sawyer, et perpétuellement j'attends la renaissance de la merveille. Et j'attends que le jeune homme américain ôte les vêtements de la beauté et lui grimpe dessus, et j'attends qu'Alice au pays des merveilles me retransmette son rêve total d'innocence. Et j'attends l'arrivée du chevalier Roland, à la dernière tour la plus sombre, et j'attends qu'il pousse à Aphrodite des bras vivants, à la dernière conférence sur le démembrement, en une nouvelle renaissance de la merveille. J'attends d'obtenir quelques signes de l'immortalité, en me remémorant ma prime enfance. Et j'attends que reviennent les verts matins, que reviennent les vertes prairies, muettes de la jeunesse. Et j'attends
que des accents d'art non prémédités secouent ma machine à écrire. Et j'attends d'écrire le grand poème indélébile. Et j'attends la dernière grande extase insouciante. Et à perpétuité, j'attends que les amants fuyant sur l'urne grecque se rattrapent enfin et s'enlacent. Et j'attends, perpétuellement et pour toujours, une renaissance de la merveille. C'est superbe. Ouais, il est trop beau ce texte. J'espère que ça vous a plu, c'est vraiment un texte qui nous a bouleversés en lisant. Ah oui, ok. Alors. Donc, encore un texte de Renaud Strivet. Et donc, toujours dédié à mon grand-père, en fait. Voilà. Qui était donc mineur, qui avait été, je pense, à l'école jusqu'en 3e primaire, et qui était quelqu'un qui était vraiment soucieux de s'instruire et de faire en sorte que sa fille s'instruise, que ses petits-enfants s'instruisent, et donc qui était aussi fort engagé voilà, dans la question de la lutte ouvrière. Et donc voilà, ce texte lui est dédié. Donc c'est Cercle d'ouvriers. Ils sont là, cou tendu et tête immobile, écoutant la parole ardente du leader, qui ce soir a bravé les rigueurs de l'hiver pour venir leur parler des discordes civiles. Les yeux sont éclairés de lueurs d'espérance et leurs doigts, qu'ont bleuté les chutes de charbon, serrent distraitement un chicot de crayon, qui note quelquefois une idée en souffrance. Le cœur ardent, l'esprit avide de savoir, ils ont la foi nouvelle, animant les apôtres. Aussi, le front creusé d'un tenace vouloir, ils se serrent, heureux, les uns contre les autres. L'âge d'or est pour eux un conte légendaire. Ils savent que la paix ne régnera sur terre, qu'au jour où l'on verra le travailleur des mains plus instruit, plus dispos, plus sûr des lendemains. C'est pourquoi sans relâche, après leur dur labeur, ils viennent radieux écouter la parole de ceux qu'un idéal inspire et auréole, de toutes les clartés d'un avenir meilleur. Voilà. C'est trop beau aussi. Alors après avoir beaucoup traîné dans le monde ouvrier, on va aller dans la rue. Parce qu'en fait, voilà, j'ai réalisé que les rues bruxelloises m'ont énormément manqué en fait, ces derniers mois. Je pense à beaucoup de personnes. Et notamment les rues la nuit. Avec le couvre-feu, c'est quelque chose... Enfin, Bruxelles, c'est vraiment une ville où, quand je suis arrivée, j'ai vu la différence avec Lyon, justement, où la nuit, tout est vivant, tout bouge. Il y a quelque chose de très... il y a toujours du monde, en fait, à Bruxelles, partout, tout le temps. Et donc ça, c'est quelque chose qui manquait beaucoup. Et donc c'est un poème de Boris Vian qui s'intitule « Il y a du soleil dans la rue ». Il y a du soleil dans la rue. J'aime le soleil, mais j'aime pas la rue. Alors je reste chez moi, en attendant que le monde vienne avec ses tours dorés et ses cascades blanches, avec ses voix de larmes et les chansons des gens qui sont gais ou qui sont payés pour chanter. Et le soir, il vient un moment où la rue devient autre chose et disparaît sous le plumage de la nuit pleine de peut-être et les rêves de ceux qui sont morts. Alors je descends dans la rue. Elle s'étend là-bas jusqu'à l'aube. Une fumée s'étire tout près et je marche au milieu de l'eau sèche, de l'eau rêche de la nuit fraîche. Le soleil reviendra bientôt. Voilà, petite émotion pour les rues bruxelloises la nuit. Magnifique ville. Alors, maintenant, nous allons aller à Liège. Et voilà, je suis très contente et très émue et très fière de pouvoir vous lire des textes de Dominique Masseau, donc, qui était notre invité lors du réveil poétique dans le cadre de la journée de la lutte pour les droits des femmes. Et donc, c'est un ensemble de textes qui s'intitule « Lieu, lien et langue ». Et donc ce sont différents textes en fait sur différentes ambiances, lieux ou rues de Liège et surtout d'Outremeuse, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, j'ai choisi deux textes, une texte où Dominique Masseau a vécu et un texte sur une rue où Dominique Masseau a vécu et une autre où j'ai vécu. Voilà. Et coucou Dominique. C'est dur de lire quand même un texte d'une personne qui l'a écrit devant. Oui. Et je suis désolée, je vais faire de mon mieux, mais je sais qu'on s'aime, donc tout va bien. Voilà. Donc le premier texte, donc, c'est Beauregard, une magnifique petite rue piétonne, petite ruelle comme ça de Liège, où il se passe plein de choses. Il se passe certainement encore plein de choses. Donc Beauregard. Rue Beauregard, l'œil entend. La rouille d'un vélo, un ballon qui aboie, des bonds de chiens jaunes aux hanches des enfants, le petit cri du dernier cerceau, un accident de patin, la voix rauque du houblon rance au fond des mers, les talons, les mollets, le chant scandé des jambes tendues comme cordes vocales que raidit une baguette lointaine. Le bout d'une rigolade dégringolant d'une visite, l'Italie aux pupilles de charbon qui tente un suffixe français,
L'accent wallon, dans un élan de moto, dans un cri de chômeur. L'haleine des poubelles, la danse des mouches, le bruit des ombres entre puits et fosses. Quelques souffles de hublot où s'entrebâille une sieste. La délitescence des murs où deux amoureux s'adossent. Le soleil qu'on ne voit que dans la voie des lobélias, sous l'arrosoir aux lèvres des fenêtres. Le silence des potales, une tranche de ciel bleu, une gousse d'ail, un café. J'adore la fin de ce poème parce qu'on t'y retrouve un petit peu. Et donc maintenant, je vais lire un autre texte de Dominique Masseau. Et alors là, c'est sur une rue où Irma a vécu et qui s'intitule Souverain-Pont. Au pied le plus interlope des falaises de Souverain-Pont, des pluies fines de schiste tranchent, la tête au regard d'ombre. Tête tombe, tête de chien, tête de loup. Minuscules pupilles de verre jonchent éparpillées sur les pavés de vase. Gisent dans l'odeur grise des moineaux au cœur de suie, mouettes à l'envergure de glu et des poulettes un peu salopes, ventre flasque, ventre de ventricules amers, oreillettes nues comme mollusques aux coquillages perdus. Aux falaises de Souverain-Pont, les fins de nuit broient, petits poignets, cuisses fendues. Vie chaude, chétive, tiédie s'entasse arénise quand la nuit s'éternise, entre tête de loup et tête de chien. Mais l'aube beige, vite balée, efface les brisures, ramasse éclat sans éclat les tout petits cadavres. Dans mes yeux défaits, survivants, une lune dense, discrète, sème un champ de lin, où je respire, et m'apprête à tisser, tisser, tisser le lin. Je te sais là, l'Amazone des filigranes, et nous nous accueillons, nous, les étranges rescapés, avec, et nous nous accueillons, nous, pour de très simples faire, comme pain, comme pull, comme poème. Et nous nous recousons, nous, avec, ce fil serait où tu abondes, toi, bionda spumante luce. Ah Voilà, après ce petit passage à Liège, très émouvant. Oui, il y a plein d'images qui me reviennent. On va passer de la France aux États-Unis. C'est un poème qui relie la France et les États-Unis, toujours de Lawrence Ferlinghetti. Et donc voilà, j'avais envie de partager ce petit texte. En buvant du vin français dans l'Amérique profonde, acheter une bouteille de Vouvray et verser son bouquet de campagne française dans les plaines de l'Amérique profonde. Et cette fragrance déferle sur moi, me renvoie dans un souffle sur le flanc de cette colline pluvieuse, au bord de la Loire, Vouvray, petit village, où j'avais posé mon sac à dos et mes 28 ans, étudiant matelot débouchant la bouteille du cru, et son parfum de printemps captif, fraîche fleur mouillée, dans la pluie du premier printemps, qui tombe maintenant légère sur moi. Où s'en est-il allé ce randonneur solitaire, fugitif fugace, aveugle romantique, vagabond traumatique, dans ses chimères rimbaldiennes? Tombe la pluie de printemps sur les collines fleuries, lavant des coquelicots, sur eux la lumière grise dans la clarté nacrée du temps qui passe. Parti où maintenant? Vers quel retour au foyer? Reviens donc, fantôme glabre. Voilà, joli petit texte sur les voyages et ce qu'on en garde à travers les âges. Ah oui, alors, je ne pouvais pas ne pas lire un texte sur Sorin, donc ville quand même où j'ai grandi, voilà, je vais pas refaire l'intro. Alors j'aurais aimé écrire un texte, mais comme je suis quelqu'un de fainéant et que j'ai vu que Victor Hugo avait très bien décrit ça, je me suis dit que j'allais quand même pas me fatiguer. Voilà. C'est Victor Hugo, quoi. Victor Hugo, je ne vais pas... voilà. Bon, évidemment... Aujourd'hui, toute cette zone-là est à l'arrêt, il n'y a plus d'usines, enfin elles sont là, mais elles ne fonctionnent plus, mais donc voilà, lui il les décrivait encore quand ça fonctionnait, et moi j'ai connu un peu l'entre-deux. Cependant le soir vient, le vent tombe, les prés, les buissons et les arbres se taisent, on n'entend plus que le bruit de l'eau. L'intérieur des maisons s'éclaire vaguement, les objets s'effacent comme dans une fumée. Les voyageurs bâillent à qui mieux dans la voiture en disant « Nous serons à Liège dans 1 heure ». C'est dans ce moment-là que le paysage prend tout à coup un aspect extraordinaire. Là-bas, dans les futaies, au pied des collines brunes et velues de l'Occident, 2 ronds de prunelles de feu éclatent et resplendissent comme des yeux de tigre. Ici, au bord de la route, voici un effrayant chandelier de 80 pieds de haut qui flambe dans le paysage et qui jette sur les rochers, les forêts et les ravins des réverbérations sinistres. Plus loin, à l'entrée de cette vallée enfouie dans l'ombre, il y a une gueule pleine de braise qui s'ouvre et se ferme brusquement, et d'où sort par instants cet affreux, avec d'affreux hoquets, une langue de flamme. Le lapsus. Ce sont les usines qui s'allument. Quand on a passé le lieu appelé la Petite Flémale,
La chose devient inexprimable et vraiment magnifique. Toute la vallée semble trouée de cratères en éruption. Quelques-uns dégorgent derrière les taillis de tourbillons de vapeur écarlate étoilés d'étincelles. D'autres dessinent lugubrement sur un fond rouge la noire silhouette des villages. Ailleurs, les flammes apparaissent à travers les crevasses d'un groupe d'édifices. On croirait qu'une armée ennemie vient de traverser le pays et que 20 bourgs mis à sac vous offrent à la fois dans cette nuit ténébreuse tous les aspects et toutes les phases de l'incendie. Ceux-là embrasés, ceux-ci fumants, les autres flamboyants. Ce spectacle de guerre est donné par la paix. Cette copie effroyable de la dévastation est faite par l'industrie. Vous avez tout simplement là sous les yeux les hauts fourneaux de Monsieur Cockerill. Un bruit farouche et violent sort de ce chaos de travailleurs. J'ai eu la curiosité de mettre pied à terre et de m'approcher d'un de ces antres. Là, j'ai admiré véritablement l'industrie. C'est un beau et prodigieux spectacle, qui la nuit semble emprunter à la tristesse solennelle de l'heure quelque chose de surnaturel. Les roues, les scies, les chaudières, les laminoirs, les cylindres, les balanciers, tous ces monstres de cuivre, de tôle et d'airain que nous nommons des machines, et que la vapeur fait vivre d'une vie effrayante et terrible, mugissent, sifflent, grincent, râlent, reniflent, aboient, glapissent, déchirent le bronze, tordent le fer, mâchent le granit, et par moments, au milieu des ouvriers noirs et enfumés qui les harcèlent, hurlent avec douleur dans l'atmosphère ardente de l'usine, comme des hydres et des dragons tourmentés par des démons dans un enfer. Et donc ça, c'est une lettre qu'il avait écrite à un ami. Voilà. Victor Hugo, quoi. Ça va être un peu dur de devoir lire après Victor Hugo. Non, c'est bien, c'est bien. Mais voilà, en fait, donc le réveil poétique touche à sa fin. Et donc, on va terminer à Bruxelles, puisque nous sommes aujourd'hui à Bruxelles et que ça reste la ville dans laquelle on vit toutes les deux. Et donc, c'est un petit texte que j'avais écrit sur Bruxelles il y a déjà quelques années, sur l'émotion que j'ai ressentie en arrivant dans cette ville à 19 ans et pourquoi encore aujourd'hui je l'aime autant, malgré le confinement. Bruxelles, sa ville d'adoption. Une ville qui ne s'éteint jamais la nuit, où l'on peut acheter des clopes, de la bière et manger une frite jusqu'au petit matin. Une ville où même la drague est drôle, bien loin des compliments insultants des kékés lyonnais. Bruxelles, elle a 19 ans et la ville s'offre à elle. Bruxelles, son premier cote, 15 mètres carrés de briques rouges, 15 mètres carrés de liberté. Bruxelles, les copines, celles de l'UNIF bien sûr, mais aussi les lyonnaises globetrotteuses, toujours prêtes à affronter la pluie pour une photo sur la Grand Place, un remake débile de Singing in the Rain, un hommage à Brel ou une promenade dans les couleurs d'automne. Bruxelles, c'est beaucoup de cuites et quelques gueules de bois. Des barbecues sous un parapluie et des pique-niques au soleil, des coinches de franchouillards dans des bars à bière, des chasses aux œufs et des tours en roller au bois de la Cambre. Bruxelles, c'est la famille qui lui manque, mais le frérot qui débarque. Bruxelles, c'est la mer du Nord à 1h30 sans les bouchons. Les crevettes grises et le cuistax, le vent dans la gueule, les immeubles moches mais les vagues pour tout effacer. Bruxelles, c'est les frites, les gaufres et 5 kilos en trop. Bruxelles, c'est aussi la découverte des communes à facilité et du vote obligatoire. Des rues où se côtoient tant de nationalités, d'origines et de looks différents. Des rues où les façades Art Nouveau se déhanchent contre des immeubles presque insalubres. Bruxelles, c'est beaucoup trop de voitures au mètre carré, des travaux incessants, un bordel permanent. Le mannequin pisse et sa copine Jeanneke accroupie et introuvable. Bruxelles, elle a 19 ans et la vie s'offre à elle. Voilà, on termine donc à Bruxelles sur ce petit... Mais la vie s'offre encore à nous, et, même si on n'a plus 19 ans. Et voilà, et donc du coup, merci maman. Et donc du coup, voilà, on n'a plus de réveil poétique cet été, puisque là, on va avoir beaucoup d'activités en présentiel, des stages, des animations, et notamment tout un cycle d'activités sur la ville. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se passe. Et on se retrouve à la rentrée pour un réveil poétique qui sera sur les thèmes justement des retrouvailles. Belle journée à toutes et à tous, et merci beaucoup de nous avoir suivis, et merci pour les petits cœurs et tout ça. Et bel été à vous. Et bel été. Bonne journée.